Nous sommes à Ras Saïd, palais qui a été construit au début du 19e siècle, que s'est approprié Sadr Bechabaï après avoir assassiné son propriétaire, Ismail Sonni, palais qu'il allait embellir, qu'il allait reconstruire, et qui est un de ces rares témoignages de cette architecture arabo-andalouse et mélangé à un décor italianisant qui deviendra de plus en plus présent dans l'évolution du goût architectural contemporain. Quand Alida est venue me parler de l'exposition, c'est la première chose qui m'a intéressée, c'était que c'était d'abord une période qu'on ne connaissait pas très bien, pas souvent vue par le public, mélanger un lieu mystérieux pour tout le monde. On connaît le nom, tout le monde connaît le nom, mais ne connaît pas le lieu. Quand j'ai visité le lieu pour la première fois, j'étais très loin d'imaginer qu'on avait toute cette beauté pleine d'influences italiennes, françaises, turques, arabo-musulmanes, andalouses, une richesse de carreaux, de couleurs, de formes, de dorures, etc. C'est à l'intérieur de ce palais qu'a été signé en 1881, en mai 1881, l'accord, le traité du Bardo, qu'on appelait à l'époque traité d'Orsal Saïd, et qui allait instaurer le protectorat sur la Tunisie. Avant 1874, ces documents étaient quelque part entre les mains des commis de l'État, les mains des grands fonctionnaires de l'État, et ont été récupérés sous ordre de Khaireddin et collectés et conservés aux archives nationales. Il s'appelait à l'époque Archives générales du gouvernement. Leïla, tu l'as déjà vu, la Constitution pour de vrai ou pas? Aïe, marhaba bik. Mettre à disposition des citoyens, des chercheurs, des fonds anciens permet des lectures multiples. Et les lectures multiples, c'est un remède contre la pensée unique. C'est un remède pour la démocratie et les archives. Ce document et la Constitution de 61 sont fondamentaux pour l'histoire du pays. Ils donnent les droits individuels et les libertés individuelles, l'égalité entre les musulmans et les non-musulmans, ce qui est un esprit tout à fait nouveau dans le pays. L'idée qu'il fallait transformer, qu'il fallait réformer le pays, on n'a pas attendu la colonisation pour s'y rendre compte. Ce qui est intéressant, c'est que les différentes autorités de l'époque, les intellectuels de l'époque, avaient déjà écrit, avaient déjà cherché à faire évoluer la situation du pays, se rendant compte qu'il fallait se transformer. C'est ça l'idée de la réforme. Oui, ce sont des lois positives, on considère comme telles. Donc il fallait que les ulama donnent leur accord aussi. Surtout être sûr qu'elles ne sont pas en contradiction avec la religion. Bien sûr. En fait, elles ne le sont pas, puisque ça dépend comment on lit le Coran, mais dans le Coran, il y a énormément d'esprit de liberté et d'égalité. Enfin, tout est question de lecture en définitive. En fait, la CNO a commencé comme ça. On a posé la Constitution, on l'a mise dans une boîte. Et à partir de cette boîte, on a commencé à rayonner autour et parler d'une histoire. Quand on réfléchit dans le contexte, on connaît son importance, mais on peut la transposer aujourd'hui et connaître son importance aujourd'hui aussi et tenir un peu des leçons de ce qui a marqué dedans.
Je m'appelle Atef, le technicien du palais, je suis électricien. Je travaille ici depuis l'indépendance de Ben Ali. Car avant Ben Ali, c'est interdit avec ce look-là de travailler dans un ministère ou en étatique, partout. Après la mort de Sadr Bechabeï en 1882, le palais allait être abandonné, puis réhabité au début du XXe siècle, avant d'être transformé en hôpital en 1951. Il restera ainsi un hôpital pendant 25 ans à 30 ans. Puis, il y a une volonté de construire ici un musée, c'est-à-dire que Qasr Saïd deviendra véritablement la réserve de toutes les collections dites bellicales et qui se trouvaient précédemment au Palais du Bardo. Bonjour, je m'appelle Shinsa Basquali, je suis restauratrice d'œuvres d'art. Au départ, quand Rida Moumni m'a mis sous ce projet et qu'on a regardé avec la Fondation Ramour comment il fallait œuvrer pour restaurer l'étoile, on a convenu que ce serait été plus intéressant d'équiper un atelier de restauration, au moins l'indispensable pour un atelier de restauration, et en même temps former l'équipe locale à la restauration technique, de façon qu'ils puissent par la suite, après le projet, pouvoir continuer à restaurer l'étoile du palais. هذه أول فرصة جاتنا باش نتعلموا peinture avec la fondation et la restauratrice تونسية. Donc هذه فرصة باهية نتعلم فيها البنتور والرتوش وتعلمنا برشا حاجات أخرين أول مرة نعملوها. اسمي نصيبة بن محمود. كريمة القتيتي. أمين ناصر. أنا سيهان بن عبد القادر. سامي الثومي. On a restauré les toiles du palais Qasr Saïd, qui sont effectivement en général des portraits d'époque. Rida il nous a expliqué pendant notre travail la signification de ces toiles, les personnages, et c'était très intéressant pour nous de faire les rapprochements entre les visages et l'histoire de la Tunisie. Alors, ce tableau, c'est également un des tableaux que je trouve les plus intéressants de cette exposition. Il représente un père et son fils que sont Mostafa Khaznadar, alors grand vizir du royaume de Tunis, et de son fils Mohammed. C'est un mamelouk, c'est-à-dire un esclave d'origine grecque. Il a été enlevé à son plus jeune âge, au moment du massacre de sa famille, de sa mère sous ses yeux. Donc ce sont des gens qui ont vécu avec un grand traumatisme, qui ont été par la suite envoyés dans les provinces de l'Empire. Mohammed, sous l'égide de son professeur, s'était passionné pour l'histoire. D'ailleurs, il s'était rendu en Italie, à Rome, où il développa davantage cette passion pour l'antique. Et quand il était revenu en Tunisie, il deviendra le premier Tunisien à avoir fouillé Carthage. Mais l'histoire de ce personnage, l'histoire de son père, qui est l'histoire d'une famille qui représente un peu cette identité tunisienne très mélangée, des familles mamelouks d'origine grecque, d'origine géorgienne, etc., qui se mélangent à la noblesse locale et pour donner cette nouvelle génération de Tunisiens qui est issue de tous ces horizons.
Mais c'est quand même assez incroyable de se dire que des gens dont on a massacré la famille durant leur jeunesse se retrouvent comme ça, propulsés à la tête d'un État. Qu'est-ce que c'est un restaurateur? C'est une vaste question. Un restaurateur, c'est quelqu'un qui conserve des œuvres d'art et les met en valeur pour les transmettre à la génération future. Ça, c'est le cadre de Sadr Beshabé. C'est le cadre le plus difficile, le plus compliqué. Il y a plusieurs lacunes. Nous avons fait le moule des parties manquantes. Et après, on va coller cet morceau. Et ça va être fini pour l'expo? Inch'Allah. Inch'Allah. Les Tunisiens, ce qu'ils doivent retenir, ils doivent retenir d'abord la richesse de ce patrimoine, mais aussi les idées qui sont derrière ce patrimoine. Parce que quand on voit des objets, donc il y a des artisans, il y a de la création. De voir quelque chose de beau, c'est une espèce de... c'est un pansement. Et quelle que soit la chose, quelle que soit la forme, la couleur, quel que soit l'objet ou la personne, c'est un moment où on sort de nos problèmes et on est face à cette beauté qui rend les choses plus faciles. Le patrimoine tunisien, il est vieux de 3000 ans. Et en 3000 ans, vous imaginez bien qu'il s'est passé des choses, vu que la Tunisie a toujours été un carrefour de civilisation, la Tunisie a toujours été un endroit de passage d'énormément de cultures différentes. Les Tunisiens sont à la fois carthaginois, ils ont été romains, ils ont été vandales, ils ont été beaucoup de choses. Et donc c'est ça qui fait que la Tunisie est un pays qui est très intéressant et un pays qui est ouvert, un pays qui a toujours été moderne, un pays qui a toujours été tolérant. Et parce qu'on est si complexe, on ne peut pas être fermé, on ne peut pas être un peuple qui rejette l'autre ou un peuple qui n'a pas envie d'avancer, parce qu'on a toujours avancé. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est cette continuité. C'est-à-dire qu'en fait, les choses d'aujourd'hui, les revendications de démocratie, d'ouverture, etc., elles ont une histoire. Une histoire qui remonte au XIXe siècle. Faire quelque chose, c'est faire quelque chose pour quelqu'un, avec quelqu'un. Et c'est ça le positif, c'est le côté humain, c'est de redonner espoir, c'est de redonner confiance aux gens, c'est de voir quelqu'un qui n'y arrivait pas et qui, avec la fondation, tout d'un coup, il y arrive. Et puis après, on lui donne des ailes. Il sait qu'il peut le faire. À partir du moment qu'il sait que tout est possible, à partir du moment qu'il sait qu'il n'est pas seul, on a fait un travail extraordinaire. Really?